Le matin, quand je sors, je vais à l'école, je prends de jolies photos, je fais mes cours, je souris et on pense que je vais bien. Ouais, Mais je ne vais pas bien. La nuit, je pleure et je pleure jusqu'à m'endormir. Donc je décide, il faut que j'y aille. Et tu sais, le fait de ne pas avoir l'information aussi, ça peut être un frein. Moi, je ne savais pas qu'il y avait des dispositifs gratuits pour les étudiants. Oui, malheureusement. Donc, je me lève comme ça, je vais sur Doctolib et je prends rendez-vous chez un psychologue. Moi, je pensais que ça allait être peut-être 20 € ou 30 €. Non. Oui, mais j'arrive. Les tarifs sont hyper élevés. J'arrive et on me dit la séance fait 70 €. En tant qu'étudiante qui vient d'arriver. Storylinger, les histoires de grandes femmes. Tu rentres avec un stylo et ton histoire de reine a été gravée à jamais. C'est bon. Et bonjour Sarata, je suis super contente de t'avoir aujourd'hui. Bienvenue dans Storylinger. Et est-ce que je peux te présenter aux auditeurs? Bonjour Khadija, merci beaucoup. C'est un honneur également pour moi de pouvoir échanger, d'avoir ce temps d'échange avec toi. Moi, je suis Sarata Zungrana, je suis burkinabé et je suis actuellement étudiante en master de stratégie digitale et communication. Bah, super. Et du coup, aujourd'hui, tu aimerais nous parler de ta vie en tant qu'étudiante étrangère. Et avant de commencer sur ton parcours, j'aimerais bien savoir comment était la petite Sarata. T'as grandi dans quel environnement? La petite Sarata, elle a grandi dans un environnement assez bienveillant. Quand j'étais petite, j'étais très extravertie. J'aimais prendre une caméra, j'aimais filmer tout le monde et dire bonjour, bienvenue dans le journal. Je reconnais. Moi, je voulais avant tout être journaliste. Je voyais à chaque fois les présentateurs, les présentatrices à la télé, au JT. Et je me disais, un jour, moi aussi, il faut que je sois journaliste. Il faut que je sache bien m'exprimer. Il faut que j'y arrive. Wow. Donc, j'ai 3 frères, une grande sœur et un grand frère. Donc, je suis issue d'une famille, on va dire, nombreuse. Et je suis arrivée en France en 2022. Ok. Et mais du coup, avant d'arriver en France, c'est parce que tu as fait ton bac au Burkina. Et puis, en fait, c'était un objectif depuis toute petite ou c'était au hasard? Pourquoi la France, en fait, finalement? Pourquoi la France? Parce que je suis une personne qui aime tester. Je suis une personne qui aime tenter l'aventure. Et donc, j'ai obtenu mon bac au Burkina. J'ai obtenu ma licence. Et après ma licence, en état de finalisation de ma licence, j'étais en train de me dire, mais et si je continuais mes études à l'étranger? Qu'est-ce qui se passe là-bas? Comment est-ce que les gens vivent là-bas? Est-ce que c'est comme ici? Donc, il y avait déjà, c'est ça, il y avait déjà la curiosité. Et ma grande sœur qui était en ce moment au Maroc, c'est elle qui m'a boostée. Moi, j'ai eu l'idée. Et c'est elle qui a vraiment boosté, c'est elle qui a été le moteur dans le sens où c'est elle qui m'a encouragée, qui a dit bah, si tu veux, reste là. Moi, je fais les recherches pour toi. Moi, je candidate pour toi. Et à travers Campus France, j'ai tenté le coup et me voilà aujourd'hui en France. Ouais, c'est très beau. Et bah, du coup, une fois en France, j'imagine que tu avais un objectif précis. Tu imaginais déjà la France par rapport à ce que tu voyais peut-être sur les médias ou par rapport à ce que tes proches te disaient. Et du coup, est-ce qu'il y a eu un fossé entre ce que tu pensais et ce que tu as vécu vraiment les premiers mois? Que les premiers mois? Que les premiers mois, moi, je pensais que ça allait mal se passer. Dans le sens où j'ai toujours été la princesse de son papa, la petite de sa maman. Et je te fais une confidence, j'avais jamais voyagé au-delà du Burkina. C'était dans les villes, soit à Ouagadougou, soit à Bobo. Mais je m'étais jamais vraiment écartée de mes parents. Et là, je quitte carrément l'Afrique. Je me retrouve en France et donc j'avais peur. Je me disais, mais je ne connais personne là-bas. Comment est-ce que ça va se passer?
Donc, en vrai, quand je suis arrivée, Dieu, il a mis sur ma route des personnes bienveillantes, de bonnes personnes qui m'ont accompagnée dans mon intégration. C'est beau ça. Mais tout à l'heure, tu disais que tu étais un petit peu une fille à papa. Et du coup, ils ont réagi comment tes proches, tes parents, lorsque tu as voulu partir? Ça a dû être difficile, la séparation? Oui. Ma mère, elle a toujours été celle qui booste. Elle a toujours été celle qui encourage. Donc, elle n'a pas vraiment laissé paraître sa tristesse. Elle m'a encouragée, elle m'a donné ses bénédictions. Mon père, en revanche, il ne voulait pas que sa petite fille s'éloigne. Il disait, mais comment est-ce que tu vas te débrouiller? Tu ne connais personne là-bas. Et si tu tombes malade? Oui, il avait peur pour toi, en fait. Il avait peur. Mais finalement, c'est lui qui est allé au-devant et qui m'a accompagnée dans cette aventure. Ok, mais du coup, une fois que tu étais en France, c'était quoi ton objectif? C'était pour les études, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et c'était dans quel domaine? Donc, si je reviens sur mon objectif en étant petite d'être journaliste, j'avais ma licence en communication des organisations au Burkina. Et donc, quand je venais en France, je me suis dit, mais je veux réaliser ce rêve d'enfant d'être journaliste. Et donc, quand je viens, j'ai choisi d'ailleurs dans mes choix d'université, il y avait des masters, il y avait des licences. Et j'ai été acceptée dans un master de communication politique, mais ça, c'était pas ce que je voulais. Donc, j'ai été finalement acceptée à Lyon en journalisme. Et donc, j'ai dit, mais voilà, c'est ce que je veux. Ah, enfin, tu réalises ton rêve de petite fille, en fait. C'est ça. Et du coup, tu fais ça pendant combien de temps? J'ai réalisé, pendant toute mon immersion à l'école, à l'université, j'ai pu découvrir ce qu'on fait réellement quand on est journaliste. Parce que c'était pas que de la théorie. Chez nous, dans notre fac, il fallait faire plein de dossiers. Et nous, nos dossiers, c'était pas des dossiers écrits. C'était tout le temps des reportages, soit des reportages vidéo, soit des reportages audio, des interviews, des podcasts. Et ça, c'était déjà une immersion qui m'a fait me dire, mais en fait, c'est beau. Et à la suite de ça, j'ai travaillé dans une association où j'étais journaliste reporter d'images. Et quand il y avait des activités, j'étais en charge de la couverture médiatique, de la rédaction d'articles et du management communautaire des plateformes. Ok, tu as fait un peu tout dans ce domaine. Et est-ce que tu as connu des barrières justement lorsque tu cherchais des stages ou même de l'alternance en étant une femme noire voilée? Est-ce que ça a été facile? Qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans cette recherche-là? Ce qui m'a marqué, c'est que moi, je suis une personne qui a tendance à avoir peur. Je me dis, mais attends, mais je viens de découvrir que je suis différente. Là, je vois des personnes qui ne me ressemblent pas. Et en plus, je vois sur les réseaux sociaux, un peu partout, des gens qui disent que je fais partie d'une catégorie qu'on appelle noire. Et très vite, je me rends compte que j'ai le packaging complet des clichés. Exactement. Parce que je suis noire, parce que je suis une femme et je suis musulmane voilée. Donc, la cerise sur le gâteau. Elle a tout à l'heure. Donc, je me suis dit, mais comment est-ce que je vais faire? Et dans mon entourage, c'était les personnes qui projetaient leur peur et les idées reçues de la société. Donc, dans mes discussions, j'entendais des trucs du genre « Ah, mais toi, comment est-ce que tu vas faire pour avoir un stage? Est-ce que même à l'université, on allait t'accepter avec ton voile ?» Et donc, moi, j'ai cultivé cette peur-là de me dire « Est-ce que je vais y arriver? Et si ça ne marche pas? Et si je suis rejetée? Et si on me demande d'enlever le voile, comment est-ce que je vais faire? Et si? Et si, est-ce que je l'enlève? Est-ce que ce n'est pas un péché? Et si je ne l'enlève pas, est-ce que je vais m'en sortir dans cette société? » T'essayais de peser le pour, le contre. Tu étais un peu perdue en ce moment-là. J'étais perdue et j'étais dans le flou. Mais la chose que j'ai réalisée dans mon parcours, c'est que quand tu es croyante, parce que moi je sais que la plupart des gens croient en quelque chose, même quand tu es athée, tu crois forcément en quelque chose. Et moi, j'ai toujours réalisé que la miséricorde de Dieu
ouvrait des portes. Surtout au moment où tu t'y attends le moins. C'est vrai. Donc, je me rends comme ça dans une activité des Burkinabés de Lyon à l'époque. On dit aux nouveaux, venez vous présenter, dites un peu ce que vous faites. Et moi, je me suis dit, allez, moi j'aime quand on me donne le micro. Donc, je vais faire mon show. C'est ton moment à toi. C'est mon moment à moi. Je me présente, je dis ce que je fais, je présente mon parcours. Et là, dans la foule, eh bien, il y a des gens qui ont été captés par mon profil. Je rentre chez moi toute contente d'avoir passé une belle soirée autour de personnes comme moi, burkinabés. Et dans les jours qui suivent, je reçois une proposition de stage. Je n'ai même pas eu à candidater. Non, ça c'est incroyable. Et c'est hyper rare d'ailleurs. C'est rare, c'est rare, incroyable. Et je n'en revenais pas. On m'a démarché. Et après, j'ai envoyé mon CV, ma lettre de motivation. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Ah bah voilà, le moment où tu t'y attendais le moins. Exactement. Et ça t'est tombé dessus. C'est ça. Ouais, non, c'est... Et du coup, niveau choc culturel, qu'est-ce qui t'a le plus marqué en fait? Parce qu'on sait que c'est pas la même chose de vivre, de grandir dans un pays qui n'a rien à voir. D'ailleurs, t'as carrément changé de continent. C'est ça. Niveau même météo, c'est pas la même chose. Niveau, du coup, les pensées ne sont pas les mêmes. Mentalités ne sont pas les mêmes. Et bah, du coup, mis à part le fait que tu sois... Voilà, on sait que tu es une femme noire voilée. Mis à part ça, qu'est-ce qui t'a le plus marqué au niveau des habitudes, de la culture en France? Beaucoup de choses m'ont marqué. Beaucoup de choses m'ont marqué. Et... Ah, mais c'est un sujet large. Oui, c'est très large. Mais... Enfin, moi, par exemple, un truc qui m'a plutôt marqué quand je venais en France, quand je suis venue, en fait, parce que j'étais à Dakar de base, bah, c'était le fait qu'on se dise pas bonjour à tout va. Par exemple, à Dakar, on est capable de se dire bonjour 50 fois dans la journée parce qu'on s'est croisés 50 fois dans la journée. C'est tout bête, hein. Mais moi, j'appelais ma grande sœur, je lui disais, mais comment ça, il m'a vu, il m'a pas dit bonjour, il m'a dit, mais tranquille, en fait, c'est juste une question d'habitude. Tu vois, par exemple, des trucs tout bêtes, des trucs de la vie de tous les jours, bah, qui te disent, ah oui, ok, là, j'ai changé de pays, en fait. C'est ça. Et ça choque beaucoup. C'est ça. Ça choque beaucoup. Je l'ai aussi vécu parce que moi, quand je sors, quand je vois une personne, mon cerveau, il s'active déjà et il s'apprête à dire le bonjour. Mais plus je m'approche de la personne, mais je remarque que la personne, elle s'en fout. Elle passe juste. Et j'ai remarqué aussi que si tu rencontres quelqu'un aujourd'hui, demain, si tu rencontres la même personne, ne t'attends pas à dire que vous avez eu de la relation de familiarité. Exactement. Non, il n'y a pas. Y a pas. Ça. On s'est salué hier, on a discuté, c'est fini. Demain, si tu me vois, on ne se connaît pas. Oui, Ce qui m'a choquée aussi, c'est le fait de regarder dans les yeux. Alors, ça, c'est venu pendant à l'école et aussi dans les stages. Quand on me donne du moins la parole, moi, je m'exprime et je fuis un peu du regard. Mais j'ai remarqué que les gens me regardaient dans les yeux. Et ça me troublait. Pas parce que je ne pouvais pas le faire, mais parce que je n'étais pas habituée à le faire. Ouais. Au Burkina, dans notre culture en tout cas, quand tu parles à des gens, tu ne les regardes pas dans les yeux. Oui. Et quand c'est une personne âgée, quand c'est une personne aînée, tu ne regardes pas la personne, tu baisses le regard. Et moi... dans le monde professionnel, on s'adresse à Sarata. Sarata regarde soit à gauche, soit en bas, soit à droite. Et à un moment, on dit, mais Sarata, est-ce que tu sais que ça, c'est irrespectueux? Et là, j'étais choquée. C'est contradictoire. Je dis, mais attendez. Dans ma culture, moi, j'ai grandi dans la mentalité de regarder en face, c'est irrespectueux. Baisser le regard, ça veut dire que tu considères la personne. Mais ici, c'était complètement l'opposé. Oui. Ici, c'est quand tu détournes le regard, tu n'écoutes pas la personne. Il faut regarder la personne dans les yeux pour qu'elle sache que tu écoutes ce qu'elle dit. Et ça, c'était difficile à mettre en place
Parce que j'avais grandi avec une autre idée en tête pendant quand même plus de 20 ans. Et c'était pas facile. Oui. Ce n'est jamais simple comme changement. Et en parlant de changement, quelle phase t'as pu tirer du fait que tu changes de pays? Par exemple, moi, j'avais remarqué que dans un premier temps, j'étais dans le déni une fois en France. Je suis restée dans le déni, j'arrivais pas à réaliser que j'avais complètement changé de pays et que j'avais pas de billet retour. Et plusieurs phases qui s'en suivent. Et toi, tu l'as vécu comment du coup? Moi, j'ai expérimenté la même phase que toi, tu sais. Moi, quand je suis arrivée, les 2 premières semaines, j'étais en mode, peut-être que je suis là pour les vacances. Hein? Peut-être que dans un mois, je vais retourner chez moi, retrouver mon papa et ma maman. Mais le temps passait. Et il fallait, à un moment donné, se réveiller pendant l'hiver, pendant le froid, à 7h, à 6h, pendant les transports. Et là, j'ai commencé à réaliser. La phase de la réalisation. La fin du mois, c'est moi qui paye les factures. C'est moi qui dois budgétiser et m'acheter à manger, cuisiner pour moi, faire le ménage. Là, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Moi, chez moi, je quitte l'école, je viens et la nourriture, elle est prête. C'est ça. Ma maman, elle me dit, viens te servir. Je me sers. À la limite, je lui demande qu'est-ce que tu as préparé. Et si j'aime pas, je sors et je mange, tu vois. Mais là, j'ai réalisé que j'étais devenue ma mère et mon père. J'ai réalisé que j'étais devenue adulte dans la vie. Oui. Et les phases qui se sont suivies, qui se sont succédées, c'était d'abord, ça a été le déni. Ensuite, ça a été la réalisation. Ensuite, ça a été peut-être l'acceptation. L'isolement. Moi, je l'ai pas accepté d'abord. C'était l'isolement. Ensuite, j'ai déprimé. Ensuite, j'ai perdu confiance en moi. Et après, j'ai commencé à me dire, je vais essayer d'aller mieux. Je vais essayer de vivre le quotidien et de ne pas tenir compte des pensées limitantes et de tout ce qui pollue notre cerveau au quotidien. Oui. Et pendant cette période d'isolement, est-ce que tu en parlais à tes proches, à tes parents qui ne sont pas là? Et est-ce que tu avais des amis avec qui on parlait en ces moments-là? Moi, je pense que nous, Africains, je ne sais pas s'il y a d'autres personnes aussi, mais je sais que moi, j'ai pris la chose dans le sens de mes parents m'ont envoyé ici, peut-être qu'ils sont déjà inquiets, donc je ne vais pas les inquiéter davantage. Je vais prendre sur moi. Et la seule personne à qui je parlais, j'osais dire souvent que ça ne va pas, c'est ma sœur. Parce qu'elle et moi, on est très proches, on discute quasiment tous les jours. Et c'est avec elle que je disais souvent, mais est-ce que tu sais que ça ne va pas en fait? Ça ne va pas, je ne sais pas si je vais y arriver. Je ne sais pas si moi-même déjà je vais m'accepter. Et chaque fois que je sors, ça ne finit jamais les challenges. Si ce n'est pas les démarches administratives, c'est les recherches de stage ou d'alternance. Si ce n'est pas ça, c'est les déménagements. Si ce n'est pas ça, c'est le quotidien. Si ce n'est pas ça, c'est le job étudiant. Et en fait, ça ne finit jamais. Ça ne finit jamais. On a quasiment jamais de répit. Et à côté de ça, tu as des personnes, ou en tout cas des idées, qui nous font croire qu'on n'est pas à notre place, malheureusement, qu'on ne fout rien, qu'on est venu pour profiter des aides. Mais de quelles aides? Pour profiter de quoi? Oui. Donc, d'un côté, tu souffres, et d'un autre côté, tu as les médias, les réseaux sociaux qui font croire que tu fous rien et que tu es là pour des vacances. Donc ça plombe le moral. Oui, malheureusement. Donc là, tu as cherché à protéger tes parents et prendre sur toi. Et est-ce que du coup, tu as osé aller vers un psychologue pendant ces périodes? Parce que moi, en fait, c'est un sujet qui n'est pas tabou. Moi, à chaque fois, j'en parle, la psychologie, c'est hyper important, la santé mentale. Dès qu'on se sent pas bien dans une période ou dès qu'on est un petit peu perdu dans sa vie, ou même pour faire le point, c'est hyper important d'aller en parler vers un professionnel de santé. Et moi, j'en ai vu des psychologues, que ce soit au Sénégal ou ici,
Et franchement, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidée. Est-ce que tu as déjà réfléchi à ça? Parce que aller chez un psychologue, c'est pas forcément pour les personnes qui sont dans un cas extrême, en fait. Donc, est-ce que tu as... Mon parcours avec la psychologie et la santé mentale, c'est un parcours intéressant dans le sens où moi, j'étais une personne qui avait les stéréotypes qu'on avait dans nos sociétés africaines souvent, dans nos cultures africaines. Je ne peux pas dire tous les pays, mais en tout cas chez moi, dans ma culture, quand tu parles de psychologue, on te dit ça va? Est-ce que c'est la folie? Est-ce que tu as besoin d'être interné? Oui, totalement. Chez moi, quand on dit psychologue, la plupart des gens voient psychiatre. Et donc, moi, j'arrive ici, je sais que je ne vais pas bien. Dans un premier temps, j'essaie de parler avec moi-même. J'ai commencé à prendre des cahiers, des notes, j'écrivais à chaque fois parce que je suis une personne qui réfléchit beaucoup. Je suis une overthinker. Je réfléchis à vitesse 100. Et quand mon cerveau il commence à projeter des pensées, mais c'est infernal souvent. Je commence à rédiger dans mes notes quand ça ne va pas, mais ça ne m'a pas aidé. Ensuite, je commence à m'enregistrer. Je prends mon dictaphone, je m'isole, je vais au parc, je commence à parler parce que j'ai besoin de sortir, j'ai besoin de faire sortir. Je commence à paniquer. Et en 2022, je me dis, mais ça ne peut pas continuer comme ça. Il faut que je sorte de là. Le matin, quand je sors, je vais à l'école, je prends de jolies photos, je fais mes cours, je souris et on pense que je vais bien. Ouais, mais je ne vais pas bien. La nuit, je pleure et je pleure jusqu'à m'endormir. Donc, je décide, il faut que j'y aille. Et tu sais, le fait de ne pas avoir l'information aussi, ça peut être un frein. Moi, je ne savais pas qu'il y avait des dispositifs gratuits pour les étudiants. Oui, malheureusement. Donc, je me lève comme ça, je vais sur Doctolib et je prends rendez-vous chez un psychologue. Moi, je pensais que ça allait être peut-être 20 € ou 30 €. Non. Oui, mais j'arrive. Les tarifs sont hyper élevés. J'arrive et on me dit, la séance fait 70 €. En tant qu'étudiante qui vient d'arriver, ça m'a choquée. Mais j'étais vraiment dans un réel besoin. Donc, j'ai fait une première séance et dans ma première séance, tout est sorti. Beaucoup de choses sont sorties. Et ça m'a aidée dans un premier temps. Ensuite, j'ai pris un deuxième rendez-vous. Mais après, je ne pouvais pas me le permettre. Donc, j'ai laissé tomber. Et quand j'ai laissé tomber, après, les problèmes psychologiques sont revenus avec le quotidien, avec tout ce qu'il y a comme flux. Le stress, la panique, tout. Et finalement, en 2023, je décide de faire... Comme ça, j'étais en ligne et je vois dispositif santé psy étudiant. Donc, je décide de tenter le coup et je réserve une séance. Je découvre que j'ai droit à 12 séances gratuitement en tant qu'étudiant. Et je me dis, mais ça, j'en ai besoin. Ah, c'est hyper intéressant parce que je pense qu'il y en a plein, ils ne sont pas au courant. Ils ne sont pas au courant. Donc, c'est important de le dire. Voilà, si jamais il y a des dispositifs gratuits pour ceux qui en ont besoin, il ne faut pas hésiter. Il ne faut pas hésiter. Et moi, j'ai beaucoup hésité. Quand j'ai pris ma séance, j'avais honte de le dire à mon cercle restreint qui était ici. Parce que mes compatriotes burkinabés, ceux avec qui j'étais, une fois, j'ai dit que je suis allée voir un psy. Et là, on m'a jugée. On m'a dit, mais tu viens d'arriver quand? Comment ça se fait que tu aies besoin autant d'aller voir un psy? Mais les problèmes que tu as vus là, nous tous on le vit, mais on n'est pas allé voir un psy. Chaque personne avec sa façon de vivre les choses, en fait. Exactement. Et moi, je me suis dit, mais ça vous regarde. Ça n'engage que vous parce que vous avez choisi de souffrir alors qu'il y a des solutions qui sont là. Totalement. Mais moi, je ne vais pas rester dans le bourbier, en fait. Je décide d'en sortir. Et là, je n'ai plus honte de dire que je suis allée voir un psy. Même là, je continue d'aller voir un psy parce que j'ai des blessures en moi qui ont ressurgi, des blessures de l'enfance, des traumatismes. Et là, je suis en thérapie.
Les gens, quand ils entendent thérapie, ils pensent que tu es une personne isolée, que dans ta tête, tout est pourri. Mais en fait, non. Une personne peut déprimer et sourire magnifiquement tous les jours. Exactement. Et c'est ça la dépression la plus dangereuse. Je suis totalement d'accord. Parce que tu sais pas que la personne, elle va pas bien. C'est ça. Et puis même, c'est un grand pas, en fait. C'est un grand pas, le fait de se dire « Ok, je vais pas bien, je vais chercher de l'aide. » C'est une grande victoire, ça. Exactement, c'est déjà très bien. Et félicitations à toi, Merci déjà. Beaucoup. Merci beaucoup. Et actuellement, je parle. À un moment donné, je me suis dit, mais j'arrête d'être parfaite, en fait. J'arrête de tout le temps dire « ça va ». J'ai le droit de dire que ça ne va pas. J'ai le droit de dire « je ne vais pas bien ». Et j'ai commencé à faire des publications parce que moi, je suis une personne, j'aime tellement m'exprimer, j'aime tellement dire ce que je pense. Et ça passe par la création de contenu sur mes réseaux sociaux. J'aime beaucoup écrire. Donc, quand j'écrivais, je racontais mes expériences professionnelles. Mais à un moment donné, je dis, mais au-delà de ça, je décide de dire que je suis aussi vulnérable. Et ça, c'est un grand courage. Donc, je commence à faire des publications où je dis, je ne vais pas bien. À un moment donné, j'ai fait ci. À un moment donné, j'ai fait ça. Et ça, c'était un grand soulagement pour moi. Et je suis très fière de moi pour ça. Oh écoute, tu peux l'être totalement. Et pendant que tu faisais ce genre de publication, les gens y réagissaient comment? Ça, c'est la chose qui m'a vraiment, vraiment, vraiment étonnée. Parce que moi, je pensais dans ma tête, encore une fois, je suis celle qui a toujours peur. Celle qui se dit, qu'est-ce que les gens vont dire? J'ai peur du jugement. Est-ce qu'ils vont me critiquer? Est-ce qu'ils vont dire, finalement, elle est faible? Mais au contraire, il y a des personnes comme moi qui n'osent pas s'exprimer. Et quand ces personnes-là voient une personne qui ose s'exprimer, finalement, c'est une sorte de soutien pour elles. Oui. Et là, j'ai des commentaires de soutien. J'ai des commentaires qui disent, en fait, tu n'es pas seule, t'en fais pas, ça va aller. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Ouais. Comme quoi, il faut pas hésiter. Parce que parfois, on a peur du jugement, mais en fait, non. Parfois, il faut juste sauter le pas et il y a toujours des gens qui sont derrière pour nous soutenir. Donc, c'est déjà bien, Sarata. Exactement. Et du coup, quels sont tes projets futurs? Mes projets futurs, j'en ai beaucoup. Ah oui. Nous, on veut tout savoir. On est là rien que pour toi. Moi, je suis une personne, j'aime tellement tester les choses. J'ai plusieurs passions. Et en étant étudiante, j'ai un projet international de solidarité. J'ai créé une association qui s'appelle Afrique d'ici. Et j'ai candidaté à un appel à projet national de l'Agence française de développement. Et j'ai obtenu le financement pour la mise en œuvre du projet au Burkina. Trop bien, trop bien, franchement. Merci. Un très joli projet. Merci. Et le projet, c'est la mise en place justement d'une unité de transformation de céréales et de légumes pour la conservation. D'accord. À côté de ça, j'ai ma vie en France. Je termine les études et je vais commencer le nouveau parcours de recherche d'emploi. le fameux stress. Le fameux stress de trouver le CDI ou le CDD de plus de 12 mois avec des conditions pas possibles. Oui, parce que en fait, en tant qu'étudiant étranger, après le master, en tout cas après les études, on a 6 mois en général, entre 6 et 3 mois, si je ne me trompe pas, pour trouver un emploi. C'est ça. Pour rester en France. C'est ça. Donc, c'est un stress supplémentaire. C'est un stress supplémentaire auquel s'ajoute le fait d'organiser, parce que la mise en œuvre de ce projet, justement, je travaille avec des partenaires locaux au pays et la coordination, c'est pas facile. C'est pas facile. J'imagine, tout se fait à distance, donc il va falloir que tu y ailles de temps en temps pour pouvoir superviser. C'est ça. J'y suis déjà allée une fois et il y aura une deuxième fois. Et Inch'Allah, on va mettre ce projet en place. Inch'Allah. Bon, écoute, Sarata, c'était hyper intéressant ton parcours. Du coup, là, on va passer à la deuxième partie. Du coup, Sarata, on va passer à la deuxième partie, donc le jeu. Il s'appelle Linguère, est-ce vrai? Je vais te poser 7 questions, tu vas répondre par vrai ou faux. Ok. C'est tout bon? C'est tout bon. Et ce sera autour des femmes influentes. Donc,
Linguère, est-ce vrai que Cléopâtre parlait au moins 7 langues et négociait sans interprète avec les puissances étrangères? Faux? Eh ben, c'était bien vrai. Il parlait parlait 7 langues, tout ce qui était latin. Linguère, est-ce vrai que Hedy Lamarr, actrice hollywoodienne, a inventé une technologie qui a servi de base au Wi-Fi et au Bluetooth? Vrai? C'est vrai. C'est bien vrai. Bravo. Linguère, est-ce vrai que Marie Curie a toujours manipulé les substances radioactives avec des gants et des protections spéciales? Faux? C'est faux, parce qu'à cette époque, ils n'avaient pas conscience des dangers. Des dangers. Et donc, Linguère, est-ce vrai que Wangari Maathai a lancé le mouvement de la ceinture verte qui a permis de planter plus de 50 millions d'arbres en Afrique? C'est vrai. Oui, c'est bien vrai. T'es plutôt forte, hein? Merci. Et du coup, Linguère, est-ce vrai que Malala Yousafzai a survécu à une tentation d'assassinat, a repris ses cours quelques mois plus tard et a étudié à Oxford? Ouais, c'est faux. C'était bien vrai. Eh ben, ça c'est de l'audace. Et oui, et ça en est sorti. Et elle a fini à Oxford, ce qui est non négligeable. Donc, Linguère, est-ce vrai que Frida Kahlo était une écrivaine britannique célèbre du 19e siècle? C'est faux. C'est faux. Elle était une peintre mexicaine. Et elle est connue pour ses autoportraits. Et la dernière question, Linguère, est-ce vrai que Aline Sitoé Diatta, appelée les paysans de Casamance, a refusé de payer les impôts coloniaux et à défendre leurs terres? Et ça s'est passé au Sénégal. Ça c'est vrai. Oui, c'est vrai. C'était un grand symbole de la résistance au Sénégal. Bon, bah, bravo, merci. T'as eu que 2 réponses. Du coup, Sarata, je pense qu'on a beaucoup discuté aujourd'hui. En tout cas, j'étais ravie de t'avoir sur Story Linguère. Et est-ce que tu as un message à faire passer aux plus jeunes ou même aux gens qui voudront peut-être venir en France, qui connaissent pas ou tout simplement qui veulent partir dans un pays étranger? Est-ce que tu as un conseil à leur donner? Moi, mon conseil, c'est, vous savez, quand on arrive dans un environnement qu'on ne connaît pas, au lieu de s'isoler, pourquoi ne pas apprendre à connaître cet environnement-là? Parce que de toute façon, vous savez que vous allez y vivre pendant un bon bout de temps. Même si c'est une année c'est beaucoup. Donc, apprenez à connaître votre environnement. Et l'environnement, ça passe par l'histoire de où vous êtes, la culture générale. Et ne vous laissez pas piéger par les pensées limitantes et les stéréotypes de la société qui nous font croire qu'on est tellement différent, qu'on est seul ou qu'on n'est pas la bonne personne. Parce qu'en vrai, nos différences, c'est ce qui nous rend singuliers, c'est ce qui nous enrichit et c'est ce qui nous permet de nous connecter. Toi, par exemple, tu es sénégalaise, moi je suis burkinabé. Si j'avais dit non, je ne parle qu'au burkinabé, on va pas s'en sortir. Pareil, que ce soit un Français, un Malgache, peu importe la nationalité, ça reste, nous sommes tous des êtres humains. Personne n'a 2 têtes. Et plutôt que de dire qu'on est différent, donc on ne va pas se côtoyer, dites-vous plutôt qu'on est différent et que justement, on va apprendre à se connaître. C'est une très très belle mentalité. Franchement, plus rien à rajouter, Sarata. Du coup, Sarata, j'ai un petit cadeau pour toi. C'est vrai? Ouais, c'est un agenda de chez Yves Rocher. Ah, merci! 2026 en plus, oh là là! Je vais te démarrer l'année. En avance, en exactement. Donc voilà. Ah, c'est trop beau! Merci! En tout cas, merci beaucoup de nous avoir écoutés. On espère que cet épisode vous aura plu. Et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Merci Sarata. Merci Khadija.